C'est à moi de parler. C'est à moi ou c'est à vous? Je parle, si vous permettez. Très bien. Bonjour Kamel Daoud, vous êtes journaliste, vous êtes écrivain et votre premier roman, Morceaux contre enquête, a obtenu plusieurs prix dont on vient de parler, le prix des 5 continents, le prix François Mauriac et puis le prix Goncourt pour le premier roman. Votre roman a été traduit en 22 langues, je crois, et le vietnamien est la 23e langue, c'est ça? Alors, bonjour, Excellence, messieurs et mesdames les ambassadeurs, invités et surtout monsieur le traducteur. Et je vous remercie d'avoir fait le déplacement, de vous intéresser à un livre, à ma petite personne et surtout à mon pays. Et c'est une expérience très marquante de traverser quand même 2 continents pour arriver chez vous, parce que le voyage est lent, mais c'est une expérience très marquante aussi de rencontrer d'autres cultures. C'est quelque chose de fascinant, parce qu'on vit dans un monde qui est divisé et qui n'est pas partagé. Et c'est assez troublant. Donc, je reviens au sujet de la rencontre. Je vais essayer de parler du roman, de répondre à vos questions, de parler de mon pays, de parler de ma condition et de parler de vous tel que je commence peut-être à vous connaître. Donc, pour la traduction, oui, je crois que c'est un roman qui a été édité en Algérie en novembre 2013. Et je vous avoue que je n'ai jamais pensé que le succès serait si grand qu'il allait m'emmener jusqu'à parler à Hanoï, au Vietnam, et de raconter ce qui, pour moi, une petite histoire, c'est l'histoire d'un roman. C'est un roman qui a été édité d'abord en Algérie, et ça, je suis très fier de ça, parce qu'il est très difficile de rapatrier les écrivains quand ils sont édités ailleurs. Vous savez, quand un écrivain algérien ou maghrébin, en général, est édité en France, on ne peut pas ramener les ouvrages vers l'Algérie que difficilement. C'est-à-dire, pour quelles raisons? Pour des raisons de droit, ce qui fait que le roman va coûter très cher et donc il sera très peu accessible aux gens. Donc pour moi, il est absolument nécessaire d'éditer, quitte à perdre de l'argent. J'édite d'abord en Algérie, je suis d'abord lu par les miens avant de partager avec le monde. Merci. C'est important pour moi. Donc, une année après, pratiquement, le roman est édité en France. Donc, il connaît le succès qui m'étonne parce qu'il a été édité en mai. En mai, en France, c'est une saison morte. C'est la saison où le roman n'a pratiquement pas de chance de survie après les vacances de l'été. Et de ça, je suis fier. Mais je suis surtout fier que ce roman soit traduit en 22 langues. Parce que c'est très important pour moi de faire connaître cette histoire dans les autres langues, de pouvoir voyager, de pouvoir partager et traverser des distances pour pouvoir parler de mon pays et parler de la condition humaine en général. Donc la traduction est ce qui me rend le plus fier pour ce roman. Et nous apprenons également que votre roman est en cours d'adaptation au théâtre par Philippe Bergling, qui va être présenté au Festival d'Avignon, c'est ça? Oui, la chance c'est la bénédiction des dieux ou de la magie, c'est que ce roman est devenu quelque chose de particulier parce qu'il y a une adaptation de théâtre pour le Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, ça reste, disons, le grand festival du théâtre en France. Donc la pièce est déjà retenue pour la sélection officielle. Et elle va être présentée, je crois, le 15 juillet. Et il y a pour l'année prochaine l'adaptation cinéma aussi. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire parler du contenu de votre roman, j'aimerais vous poser une question sur votre parcours d'écrivain. Parce qu'on apprend que vous avez commencé par étudier les mathématiques. Après ça, vous avez changé pour suivre la formation en lettres françaises. Qu'est-ce qui a décidé ce changement radical? Parce que j'ai subi les mathématiques et j'ai choisi la littérature française. Non, c'est parce que on n'a pas beaucoup le choix dans le système éducatif algérien, du moins, je ne connais pas les autres. C'est que il y avait une hiérarchie qui était très dramatique, qui existe, je crois, toujours. C'est qu'on prenait les meilleurs, on les mettait en classe de maths, les moyens en classe scientifique et les pires en classe de langue. Et et donc c'était assez. Donc j'étais un bon élève. On m'a mis en langue mathématique et j'ai passé 3 ans à demander. Mais j'ai fait même intervenir mon père qui était gendarme pour qu'on me change. Et le proviseur disait mais il est bien. C'est un bon élève donc il reste en maths. Et moi je disais non, je vais aller en littérature. Donc quand j'ai eu le bac,
J'ai eu cette chance de ne pas subir la pression familiale parce que je viens d'un milieu totalement analphabète. Donc j'étais le premier dans la tribu à avoir eu son bac. Donc ils ne savaient pas. Pour eux, le fait que j'aille à l'université, c'est déjà quelque chose d'exceptionnel. Donc j'ai choisi de faire la langue française, de faire des études en langue française. Mais je dois aux mathématiques l'idéal du raisonnement, de la clarté, de la précision quand je parle et quand j'écris, et de la solidité, de la cohérence du texte. Je n'aime pas le bavardage. Quand j'écris des chroniques ou un roman, j'aime que les choses soient dites justement, avec précision. C'est très important. Puisque vous parlez de votre roman, on va entrer dans le contenu. Parce qu'en fait, le livre vient d'être publié au Vietnam il y a quelques jours et le public vietnamien n'a pas encore l'occasion de lire votre livre. J'aimerais bien vous demander de préciser le contexte dans lequel vous avez décidé d'écrire ce roman et de résumer un tout petit peu votre roman, s'il vous plaît. D'accord. Alors, je vais faire très vite pour... Moi, je suis algérien. C'est un pays qui a été colonisé. Vous connaissez ceci au Vietnam. Et nous avons... Mes aînés ont été des gens courageux qui ont mené une guerre pour que moi je puisse jouir de la liberté. C'est une libération qui a été payée très cher, et avec beaucoup de douleur. Et j'ai un immense respect pour cette génération. C'est quelque chose que moi, peut-être que je n'aurais jamais pu faire. Le courage, c'est quelque chose de difficile. Mais moi, je suis vivant. C'est-à-dire que j'aime l'histoire algérienne. J'aime assumer le passé, mais je n'aime pas être enfermé dans ce passé. J'en parle avec... je donne le schéma général. Durant cette histoire douloureuse, quelqu'un est né en Algérie qui s'appelle Albert Camus. Il a grandi en Algérie, il s'est marié en Algérie, il a eu des enfants en Algérie. Il a écrit des ouvrages en Algérie où il décrit plus ou moins l'Algérie, mais sans les Algériens. Et il a écrit de très grands romans, comme La Peste, L'étranger, La Chute, de très grandes pièces de théâtre comme Caligula, Les Justes, des essais philosophiques majeurs comme Le mythe de Sisyphe, comme L'homme révolté. C'est un écrivain qui m'a bouleversé, qui m'a beaucoup aidé. Je n'ai pas aimé L'étranger, j'ai aimé La Chute. Donc votre remarque sur La Chute, elle est exacte. C'est un hommage à La Chute. Donc Albert Camus a écrit un roman en 1942, publié en 1942, qui s'appelle L'étranger. Dans ce roman, il y a un personnage qui s'appelle Meursault. Bon, on a voulu essayer d'analyser c'est quoi Meursault, c'est la mer et le soleil, c'est il meurt sot, il meurt seul, etc. Et dans ce roman, Meursault tue un arabe un moment, sous prétexte du soleil, de l'insolation, du sel dans les yeux, parce qu'il ne le connaissait pas, parce que c'était facile, parce que c'était gratuit, parce que la vie, peut-être à ses yeux, la vie de l'autre ne pesait pas. Et qui par la suite apprend que, au début, il apprend que sa mère est morte. Il dit même une phrase extraordinaire qui dit « Hier, ma mère est morte, ou peut-être aujourd'hui, je ne sais plus ». Ce qui est extraordinaire pour un homme de ne plus savoir quand sa mère est morte. Et après le meurtre de l'arabe, il avait tiré 5 balles. C'est-à-dire que ce n'était pas un accident. Avec une balle, c'était 5 balles, ce qui est important. Après, il a été arrêté et il y a eu procès. Sauf que dans le procès, on ne parle plus de l'arabe. L'homme a été condamné parce qu'il n'a pas pleuré à l'enterrement de sa mère, parce que c'était quelqu'un de différent, parce qu'il était étranger. Et vous savez, l'humanité n'aime pas ce qui est étranger. Si on était tous des moutons blancs, on allait tuer le mouton noir. C'est une logique. Même en politique, en littérature. Et donc, le livre est devenu très célèbre. Il s'appelle L'étranger, traduit dans toutes les langues. Et c'est un des romans les plus lus du XXe siècle. Sinon, un des 100 livres les plus lus de l'histoire de la littérature de l'humanité. Un jour, j'ai écrit une chronique qui s'appelle Meursault ou l'arabe 2 fois tué. Je me suis dit, comment ça se fait que personne n'a pensé à la victime? Alors que sans la mort, il n'y avait pas d'histoire à raconter. C'était le mort qui était le héros principal, pas Meursault. Et je me suis dit, j'ai écrit cette chronique et mon éditeur m'a appelé, il m'a dit, il faut en faire un roman. Et l'histoire, c'est à peu près la même histoire, mais reprise et inversée, vue du point de vue de la victime, c'est-à-dire du point de vue de l'arabe. Je voulais reprendre L'étranger et le raconter autrement, mais pas m'enfermer dans l'étranger, mais aller plus loin, aller pour raconter l'histoire de maintenant, notre présent. Donc on pourrait considérer votre roman comme une réplique ou une réinvention de L'étranger d'Albert Camus? Non, ça je refuse, parce que je suis très agressif une fois j'ai dit à des journalistes qui m'ont posé la même question, j'ai dit on est 4 dans cette histoire. Il y a Meursault, Albert Camus, Moussa, c'est-à-dire mon personnage, et Kamel Daoud. Les 3 sont morts, moi je suis vivant. Donc moi, il est important pour moi de partir de textes de Camus,
Mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer dans la philosophie de quelqu'un. Ce qui est important, c'est ma vie, c'est-à-dire votre vie. C'est le présent. Et c'est les grandes crises du présent qui sont importantes pour moi. Et donc, Camus est important. C'est quelqu'un qui a interrogé avec beaucoup de génie le XXe siècle. Donc, j'ai voulu prendre ce qu'il a déjà fait, mais pour aller plus loin, pour avancer. Il y a un écrivain américain qui a dit une fois une très belle phrase, c'est une image. J'adore les images parce qu'elles expriment mieux les choses. Cet écrivain américain, on l'a interrogé à propos d'un autre écrivain américain beaucoup plus grand, je crois que c'est Faulkner. Et il a dit une phrase magnifique. Il a dit, vous savez, lui c'est un géant, et moi je suis un nain. Mais quand le nain monte sur les épaules d'un géant, il voit plus loin que lui. Très belle citation. Américaine. Oui. En fait, Albert Camus est mondialement connu, tout le monde le connaît, surtout les hommes de lettres, les étudiants, le monde cultivé connaît très bien Albert Camus. Est-ce que quand vous écrivez un livre qui part à partir de l'idée de l'étranger d'Albert Camus, est-ce que c'est un grand défi? Oui. C'est un grand défi, mais je vous avoue que je n'y ai pas pensé avant, parce que si on pense au défi avant, il vous paralyse. Moi, je me suis dit, je vais écrire un roman, je vais m'amuser, comme je le fais avec la langue française. C'est une langue, je vous une parenthèse, moi j'ai commencé comme journaliste. J'avais, je crois, 18 ou 19 ans, j'ai commencé comme journaliste. Et j'écrivais des chroniques depuis 17 ans, pas 12 ans. Et à un certain moment, j'ai remarqué que j'écrivais avec difficulté. Parce qu'il fallait choisir les mots. J'ai conclu que ce n'était pas un bon métier. C'est-à-dire, si je n'écris pas facilement, ça veut dire qu'il y a un problème. Et le déclic est venu de manière très bête. Je vous jure que c'est vrai. Je me suis dit, les Français ne sont pas là, je peux écrire comme je veux. Donc j'ai commencé à écrire comme je veux le style. Je me suis amusé. Il faut s'amuser. Donc il est important d'écrire en s'amusant. Donc quand j'ai commencé ce roman, je n'avais pas idée qu'il allait m'emmener à Hanoï. Donc, qu'il allait être publié dans plusieurs langues, adapté, etc. Donc, j'ai écrit un roman, je me suis amusé, j'ai pris des mots de Camus, je les ai inversés. Je me suis dit, après, pourquoi ne pas écrire l'histoire avec le même nombre de mots que l'étranger? Et donc, je me suis bien amusé. Le défi était stylistique. Parce que la langue est tout à la fois quelque chose qu'il faut faire oublier au lecteur, mais qu'il faut travailler avec précision. C'est très important. Un bon écrivain, c'est celui qui sait faire oublier la langue dans laquelle il écrit. Ça, c'est essentiel. Quand on s'attarde sur les vêtements d'une personne, c'est que la personne ne vous intéresse pas beaucoup. Donc, je voulais écrire pour que ça passe, pour qu'on oublie la langue, pour qu'on s'intéresse à l'histoire. Donc, le défi était linguistique. Mais je ne voulais pas écrire un roman dans le bon petit décolonisé qui a maîtrisé la langue française, etc. Non, je ne voulais pas faire de l'imitation. Je voulais que ce soit le style de Kamel Daoud. Ma façon d'écrire Donc, ce n'est pas un défi, ce n'est pas une réécriture, c'est une sorte de conversation entre deux styles différents. C'est vrai que si on lit les deux œuvres, L'étranger d'Albert Camus et le vôtre, Meursault contre Enquête, on voit vraiment que les deux styles sont très différents. Même le contenu, ce n'est pas vraiment la même chose. Par exemple, Meursault, dans L'étranger, commence par raconter la mort de sa mère. Et vous dites, maman est encore vivante, c'est ça? Si je me souviens bien, la première phrase dans votre texte, c'est maman est encore vivante. Maman est encore vivante. Voilà. Parce donc que Camus, c'est le contraire. Oui, Camus avait écrit « Ma mère est morte hier, aujourd'hui, je ne sais plus. Moi, j'ai pris l'histoire, je l'ai inversée, et c'est quelqu'un qui parle, qui dit « Moi, ma mère est encore vivante. » Et qui raconte. Donc, j'ai aimé cette conversation, ce va-et-vient entre mon personnage et le personnage d'Albert Camus. Et je m'intéresse aussi au nom des personnages dans les deux romans. Dans celui d'Albert Camus, le personnage s'appelle Meursault, qui tue. Et dans le vôtre, le personnage s'appelle... oui. Alors, qu'est-ce qui explique ça? Quand j'ai commencé à écrire, j'ai imaginé, je me suis dit, l'histoire doit être racontée à nouveau. Mais elle ne pouvait pas être racontée par la victime parce que la victime est morte. Donc, j'ai trouvé son frère. Et puisque l'arabe, je voulais lui donner un nom qui s'approche de Meursault. Je l'ai appelé Moussa. Mais Moussa, moi qui suis marqué par les textes religieux, Moussa avait un frère qui s'appelle Aaron. C'est pour ça que mon personnage s'appelle Aaron. Et donc j'ai commencé, je me suis amusé. Et puis après, l'histoire s'écrivait toute seule. Ça veut dire, quand on écrit, on ne réfléchit pas de cette manière-là. Je veux dire, c'est pas très conscient. On écrit et les choses viennent et elles s'agencent d'une manière très, très automatique. Donc la mort s'appelle Moussa et son frère s'appelle Haroun. Haroun, ça veut dire Aaron.
Est-ce que Moussa, c'est un prénom assez répandu en Algérie? Ah oui. Je pense que c'est Moïse. C'est répandu un petit peu dans l'histoire du monothéisme ou du bassin méditerranéen, en général. Je vois que dans l'étranger, par exemple, le personnage principal, Meursault, explique le meurtre par des éléments extérieurs. Il dit que c'est le soleil, c'est l'autre, la mer qui est dans les yeux, qui l'incite à tuer les gens. Vous avez l'air de ne pas être d'accord avec Meursault et avec Albert Camus en plus. Bon, c'est même personnage qui n'est pas d'accord. C'est vrai, ça c'est une bonne question, parce que c'est vrai que Meursault cherche du sens dans un monde totalement désordonné. Les choses dans l'univers de l'étranger n'ont pas de lien. Un verre, un boîtier, une bouteille. Mais Meursault ne voit pas le lien. Le lien est humain. C'est ce qui fait le monde, c'est notre regard qui fait le monde. Sinon le monde il est éclaté, je veux dire, c'est plein d'objets. Il faut notre regard. C'est vrai que mon personnage Haroun voit les choses autrement. Les choses ne s'expliquent pas par ce qu'il voit, mais parce qu'il pense, parce qu'il a dans la tête. Pourquoi je n'y ai pas pensé avant, je suis en train d'y penser en même temps que vous, c'est que je crois que nous sommes aussi en Algérie, un pays dit arabe, nous sommes marqués par le fantasme de l'histoire. Nous sommes un peuple sur qui l'histoire en tant que fantasme imaginaire pèse beaucoup. Nous voyons mieux le passé que le présent. C'est une richesse chez nous, mais c'est aussi un piège. Vous pouvez poser la question à des gens de chez nous, ils vous répondront sur l'âge d'or, sur le passé, beaucoup de détails, mais très peu sur la chaise qui est en face ou sur quelque chose qui... Nous avons cette impuissance à regarder le présent. Nous expliquons le tout par le passé et nous sommes des mémoires ambulantes. D'accord ? C'est ce qui explique que chez nous, l'histoire est une discipline très proche du politique, de la propagande, de l'idéologie et du fantasme. Je crois que Haroun fait partie de son monde, c'est-à-dire c'est un monde où l'histoire est plus importante que le présent. Dans votre roman, vous parlez de la colonisation, la décolonisation et la période post-coloniale en Algérie. Est-ce que ça vient de votre vécu ou du vécu de votre famille? Oui, en Algérie, la colonisation, c'est la blessure majeure et la décolonisation, c'est un récit majeur. On apprend ça à l'école, on grandit avec ça. Ça produit deux choses. Chez moi, ça a produit un sentiment de rejet. On a tellement insisté sur ça que j'ai fini par rejeter ça. Et ça produit parfois, du moins chez moi, la culpabilité. J'avais cette impression quand j'étais enfant que je suis né dans un monde où on me disait si tu as des chaussures, c'est grâce aux martyrs. Si tu as un plafond, c'est grâce aux martyrs. Si tu es à l'école gratuite, c'est grâce aux martyrs. Et j'avais ce sentiment d'être endetté avant même de naître. Si comme j'allais payer toute ma vie et sans jamais pouvoir rembourser. C'est quelque chose qui est... Ça d'un côté. De l'autre, il y avait deux récits sur le passé. Il y avait le récit des livres dans l'école et il y avait les récits de ma grand-mère, de mon père, où la colonisation était aussi méchante, mais racontée autrement. C'est-à-dire on pouvait trouver le colon obèse méchant, mais avec un curé, un prêtre qui était dans un autre ordre. Le système colonial c'est une horreur. Le système colonial, c'est une horreur. Donc il y avait cet aspect-là. Le troisième, c'est que j'ai rejeté parce qu'on me disait que l'histoire algérienne a commencé en 1954, c'est-à-dire à la date de la déclenchement de la guerre de libération. Et j'ai toujours voulu penser et savoir qu'est-ce qui s'est passé avant. Qui je suis, d'où je viens. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant? J'avais l'impression de lire un roman à qui il manquait 50 premières pages. Et donc, c'était assez... Donc, l'histoire de la colonisation, c'est une histoire. C'est un devoir, mais c'est une prison aussi. Et je voulais écrire ce roman aussi pour lancer un cri, pour que mon personnage lance un cri. Il veut la liberté après la libération. C'est quelqu'un qui veut vivre maintenant, qui veut interroger le monde, qui défend sa vie, son individualité. Et ça, c'est très important dans un système collectiviste où on chante le peuple, on chante l'hymne national, la guerre de libération collective, etc. Je voulais affirmer l'individu. Donc, oui, je veux me démarquer de cette histoire. Je veux la respecter, mais je veux aussi qu'elle respecte ma vie. Je veux qu'elle soit là, mais moi, j'ai le droit de vivre. Donc, c'est le message que vous voudriez transmettre à partir de votre roman ? J'aime pas les mots message parce que ça rappelle la littérature communiste. J'aime le mot cri. Oui, c'est un cri qui est lancé, mais pas un message. D'accord. Donc votre livre a été publié d'abord en Algérie, puis en France. Est-ce que la réception est la même ? Différente. Alors, quand j'ai publié le livre en France, je me suis attendu au pire. Je me suis dit, alors un Algérien
qui écrit en français, qui parle sur Camus, il va te casser en France parce qu'il y a tout un débat sur la mémoire, la guerre, la repentance, etc. Ce n'était pas le cas. La presse française a lu un roman de littérature. L'accueil de la presse française était très bon, très neutre. Ils ont vu et ils ont lu un roman. Ils ont salué un roman, ils n'ont pas salué autre chose. Je trouve ça assez admirable. Peut-être c'est un signe que les choses... En Algérie, il y a eu des malentendus. Je me rappelle la première fois que j'ai présenté le roman, c'était le 3 novembre 2013. Je suis connu en Algérie, donc quand je fais une conférence, il y a beaucoup de gens, et ils savent que je suis très agressif quand j'écris les chroniques. Il a dit, le roman n'était pas encore lu, c'était 3 jours. Il a dit, je vous salue parce que vous avez rendu sa gifle à Camus. Et j'ai dit, non, c'est un livre, c'est pas un ancien combattant. C'est quelque chose de très important. Et c'était difficile parce que les gens voulaient, certains d'une génération voulaient peut-être lire une histoire de vengeance, alors que moi, je n'ai pas écrit une histoire de vengeance. Au contraire, je crois que mon personnage dit quelque part que la vengeance ne mène pas à la justice. C'est quelque chose. Donc, c'était différent. Mais ça dépendait des générations. D'accord, l'ancienne, la nouvelle. Ça dépendait des convictions de chacun. Je vous raconte une petite anecdote. Novembre, je pense, décembre, j'étais invité dans l'émission d'un philosophe français qui avait invité un pied noir qui était là. Donc, on parlait du roman. Pied noir, ce sont les Algériens d'origine française ou les Français qui étaient en Algérie, qui sont partis après l'indépendance, et on les appelle pieds noirs. Et le roman se divise en deux. Il y a une partie où Haroun est contre Camus, contre Meursault. Et une deuxième partie où il est contre ce qui se passe en Algérie maintenant, ce qu'on a fait de l'Algérie. Et c'était extraordinaire, parce que le pied noir, il m'a dit, la première partie, elle est mal écrite, mais la deuxième est extraordinaire. Et en Algérie, beaucoup de gens m'ont dit la première partie est extraordinaire, c'est la deuxième qui est mauvaise. Donc chacun veut voir ce qu'il veut dans cette histoire. Ça veut dire que c'est une histoire qui n'est pas apaisée. Mais ça c'est pour le détail. Mais en général, le roman a été très bien reçu en France et dans d'autres pays. Donc votre roman, ce n'est pas une vengeance, c'est plutôt une clarification de l'histoire d'Aimé Camus. Non, c'est un cri qui réclame justice, d'accord, pour les victimes, mais qui ne réclame pas vengeance. C'est surtout ça. D'accord. Donc vous êtes journaliste, vous écrivez des chroniques pour le quotidien d'Oran, un journal très connu en Algérie. Est-ce que le fait de travailler dans le journalisme vous permet de découvrir, par exemple, des informations qui permettent d'écrire ce roman ou d'autres récits? Je ne pense pas je crois que ce sont deux métiers différents et si un métier mange l'autre. S'il y a des journalistes dans la salle, ils savent que quand on est journaliste, il est très difficile de devenir écrivain parce que le journaliste vous mange le temps. D'accord ? C'est deux univers différents. Donc je ne pense pas que l'un nourrit l'autre. Le problème, c'est le temps. Actuellement, j'écris dans le quotidien d'Oran, j'écris dans 2 autres journaux électroniques, j'écris dans Le Point en France, je viens de commencer avec le New York Times. C'est difficile. C'est-à-dire, en même temps, c'est difficile de dire non aux gens parce qu'on m'offre des journaux prestigieux internationaux pour parler et donc dire et exposer mes idées. Mais d'un autre côté, il faut écrire des romans. Camus était dans ce piège-là. Camus aussi était piégé par le fait qu'il était journaliste. Et ça n'a pas aidé pour écrire. Il a mis 10 ans pour écrire La Peste. Dernière question, avant de passer le micro au public. Est-ce que vous allez créer des chroniques sur le Vietnam? Oui, sûr. Parce que non, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est fascinant d'être si loin de chez moi et donc je me sens vraiment dans notre monde. Donc c'est fascinant. Je suis en train de regarder. Je suis un prédateur. Vous savez, quand vous faites une chronique pendant 17 ans chaque jour, vous êtes obligé de faire de la prédation. D'accord, vous écoutez, vous volez, vous entrez dans la tête des gens, vous voyez. Donc quand vous voyagez, ça vous nourrit. La deuxième raison, c'est que il y a des choses fascinantes chez vous par rapport à nous. D'une manière paradoxale, les Algériens comparent toujours quand ils voyagent. Ils le font systématiquement. Dès qu'ils débarquent dans un pays, ils commencent à comparer avec le leur. Pourquoi chez nous ça ne se passe pas comme ça? Pourquoi on n'a pas ceci? Pourquoi, etc. Quelque part, on ne parle que de nous-mêmes quand on voyage. Je veux dire, bon, ça c'est valable en règle générale, mais pour moi surtout. Donc je vais écrire, je pense, 2 ou 3 articles sur le Vietnam qui sont intéressants pour moi. Il y a des aspects politiques. Je vois que vous êtes un pays qui a fait 2 ou 3 guerres très douloureuses, mais vous ne subissez pas le poids des vétérans de guerre comme chez nous. Ça c'est important. Je vois que vous avez un rapport à l'espace qui est différent. J'ai vu que les gens vivent dehors et dedans de la même manière.
Alors que chez nous, l'Algérien a beaucoup, les maisons sont très propres, mais l'extérieur, on le lègue à l'État. Donc, c'est pas nous, c'est pas notre propriété. Donc, c'est un rapport assez. J'ai vu un rapport aux femmes. Pour moi, je juge les peuples par leur comportement vis-à-vis des femmes. Un peuple qui tue ses femmes, c'est un peuple maudit pour moi. Un peuple qui respecte la liberté de la femme, son corps, sa nudité, c'est un peuple qui peut être un peuple élu. Donc, dès le premier jour, je remarque comment les gens se comportent vis-à-vis de la femme. Je ne dis pas que vous êtes l'utopie, mais je suis en train de voir et de regarder. Je pense que les Algériens ne sont pas les seuls à comparer quand ils voyagent à l'étranger. Le Vietnam, on compare aussi. Parce qu'en fait, il y a des Vietnamiens qui disent que vous avez des yeux vietnamiens. Ah bah oui. Mais en Algérie, on juge avant de comparer. Dès qu'on débarque, on dit que bon, notre pays est mauvais et les autres, c'est bien. Donc le verdict, c'est avant le jugement. Merci, monsieur. Merci. Donc maintenant, la parole est à l'audience, s'il vous plaît. Vous pouvez poser des questions. Madame. On attend le micro, s'il vous plaît. J'ai une question par rapport à votre dernier commentaire, par rapport aux femmes. Camus aussi, vous avez parlé de la chute et aussi de l'étranger. Et la femme c'est un objet dans ces deux romans aussi, tout comme l'Algérien. Et je me demandais comment vous représentez la femme, ou est-ce que la femme est représentée dans votre roman? Je ne l'ai pas encore lu. Non, la femme, ce n'est pas un objet pour moi. Haroun voit le monde d'une certaine manière. C'est quelqu'un qui est à la fois, comme chez nous, je crois, qui est dans un rapport de terreur, de peur et de détestation vis-à-vis de la femme, et dans un rapport d'amour, de fascination et d'attente avec les femmes. C'est incarné par deux figures chez lui. Sa mère, qui est très dominatrice, c'est elle qui le pousse à tuer. Bon, je ne vais pas révéler toute l'histoire, mais c'est une femme qui ne lui pardonne pas d'avoir survécu à la mort de son frère, parce que Moussa, c'est l'aîné, il a été tué par Meursault, et Haroun raconte, il a dit, toute ma vie j'ai été culpabilisé, à tel point ils étaient tellement pauvres que la mère l'obligeait à porter les vêtements de son frère. Donc il se sentait toujours coincé entre les morts. Et donc c'est pour ça qu'il a ce rapport très ambigu vis-à-vis de sa mère. Mais en même temps, il a aimé une femme qui lui a fait découvrir la langue française, qui lui a fait découvrir l'étranger, mais qui lui a fait très mal, parce qu'avant, il ne savait pas que Meursault était célèbre. Lui, il croyait comme sa mère que le frère a été tué, et puis c'est tout. C'est après qu'il découvre que c'est une histoire très célèbre dans le monde. C'est comme ça que je la raconte. Et c'est une femme qui lui apporte tout à la fois la vérité et la douleur, avec qui il entame une relation d'amour, mais qui découvre que l'amour est impossible. Haroun est étonné par le couple. Il dit, je ne comprends pas le couple. Ces deux êtres qui se tiennent à la fois par la main, comme pour ne pas se perdre, comme disait Brel, et qui finissent... Qui essaie de se coller par tous les pores possibles, par la bouche, par le baiser, par la main, comme pour conjurer une séparation qui sera inéluctable, parce qu'on est seul, on meurt seul. Et donc il a un rapport tout à la fois très lucide sur l'amour et très enthousiaste, parce qu'il croit que c'est la solution, mais c'est une fausse solution à ses yeux. Ça, c'est pour Haroun. Maintenant, moi, je vois la femme autrement, bien sûr. Pour moi, c'est pas... c'est quelque chose qui fait partie de l'ordre de mon aventure intellectuelle. Je suis né dans un monde patriarcal. D'accord ? Il était tout à fait normal dans mon univers que la femme n'aille pas à l'école, qu'elle fasse la cuisine du matin au soir, etc. J'ai mis peut-être 30 ans pas à me corriger, j'aime pas ce mot, mais à revoir ma conception du monde et de la justice, à me déconditionner. Je cherchais le mot, parce qu'on est conditionné à me déconditionner. Et j'ai compris que beaucoup de choses. Je dis en Algérie, par exemple, que quand la femme n'est pas libre, l'homme est emprisonné. Ce n'est pas une métaphore. Promenez-vous dans une ville où il n'y a pas de femme, et vous êtes un homme, vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez en sécurité. Vous vous dites, si la femme ne sort pas, ça veut dire qu'il y a des agressions, ça veut dire qu'il y a violence. Mais quand je vois les femmes se promener, pour moi, c'est le signe de ma sécurité. C'est le paradoxe. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Merci. J'ai pas encore lu, et j'espère le lire très prochainement, mais vous êtes écrivain et journaliste, et vous êtes journaliste et écrivain. Comment vous arrivez, après avoir écrit un roman comme ça, à faire la différence dans les prochaines écritures? Puisque je vois que vous êtes très fasciné, vous aimez l'histoire et vous faites partie de l'histoire. Maintenant, il faut écrire de la réalité en tant que journaliste.
comment vous arrivez à faire la différence maintenant dans ce que vous écrivez? Avec l'un, j'ai un salaire. Donc, c'est déjà une grande différence. Et avec les autres, j'ai des droits d'auteur. Donc, ça peut réussir ou pas. Donc, le journalisme, c'est toujours un salaire. Très difficile de faire la différence dans la discipline de vie. D'accord? Les styles sont totalement différents, en même temps communs. Moi, j'ai l'avantage d'être chroniqueur. Et j'écris en Algérie librement ce que je pense. Son Excellence l'ambassadeur, il est là, il peut en témoigner. Je l'écris à ma manière. J'écris comme je veux, vraiment, c'est-à-dire d'un point de vue de style, etc. Je choisis les sujets qui me passent par la fenêtre, tout ce que je veux. Donc, c'est un exercice très particulier. Et après, il y a le niveau de discipline pour l'écriture d'un roman. Un roman, pour moi, c'est un premier jet, d'accord? Je fabrique le roman, et après, il faut beaucoup de travail. Il faut reprendre les mots, équilibrer les phrases, sentir le rythme, etc. Donc, le problème, c'est un problème de temps. C'est où trouver le temps pour à la fois conduire un Boeing et conduire un Cessna. Et parfois je donne des images, comme je le disais ce matin, parfois je donne des images, on me dit c'est quoi la différence, je lui dis un roman c'est un match, une chronique c'est un penalty. Vous voyez un petit peu, c'est des images, mais c'est très différent. C'est-à-dire, pourquoi je dis un penalty? Parce que c'est un one shoot, et il faut que ce soit précis, et que le but soit clair, et vous n'avez pas droit à une deuxième chance. Donc l'article doit être condensé fort, c'est un tir à l'arc. Le roman, c'est quelque chose de plus élaboré. Vous n'êtes pas dans l'actualité, vous êtes dans l'histoire. Vous n'êtes pas dans l'information, vous êtes dans le sens. D'accord? Et troisième différence, c'est que on ne joue pas sur la même chose. Le roman joue sur le concept de vérité. Le journalisme joue sur le concept d'exactitude. D'accord? Il faut que le fait soit exact. Mais c'est différent. La littérature est nécessaire. Elle n'a pas besoin d'exactitude. Et le journalisme a besoin d'exactitude, mais pas de vérité. Parce que s'il fait de la vérité, c'est plus un journalisme, c'est de la propagande, du dogmatisme. Quand je fais des formations pour les journalistes en Algérie ou ailleurs, je leur raconte toujours cette histoire qui me plaît. Moi, j'aime bien parler en parabole. J'ai dit, deux Algériens prennent une fusée et vont avec des Américains et des Français, etc., vers la Lune. Ils font le voyage vers la Lune et ils reviennent. Le bon journaliste, celui qui privilégie l'information, d'accord, il va raconter le voyage. Mais celui qui privilégie l'exactitude, il va aller sur la Lune, revenir avec deux lignes en disant la Lune est vide. Ce qui est très, très vrai, c'est pas faux. De dire la Lune est vide, c'est vrai, il n'y a rien sur la Lune. Mais la magie de l'homme, c'est de créer du sens à partir du vide. C'est-à-dire, c'est tout le parcours de l'homme qui a raconté. C'est un Algérien musulman qui est dans l'espace, il ne sait plus la direction de la Mecque, si c'est en bas sous pied, ou dans l'autre sens. Est-ce qu'on peut prier? Comment il n'y a pas de pierre là-bas, il n'y a pas d'eau? Donc comment je fais mes ablutions? Est-ce que les Américains vont lui faire confiance, lui donner à piloter? Parce que quand même, c'est... Et donc, beaucoup de choses. Donc, c'est ça ce que je voulais dire. Ce sont deux univers différents, deux exercices de style différents. Le problème pour moi, c'est le temps. C'est trouver le temps pour passer d'un niveau à l'autre, etc. Je n'arrive pas à faire les deux à la fois. Il faut que j'arrête l'un pour faire l'autre. Et si vous ajoutez à ça les déplacements, le scénario, c'est très difficile maintenant. Je ressens une énorme frustration de ne pas pouvoir m'arrêter pour pouvoir écrire, parce que bon, j'ai tout le temps des histoires dans ma tête. J'aime trouver des histoires, j'aime raconter des histoires. Bonjour, j'ai une question. Il y a un commentaire comme ça. Dans L'étranger, Camus crée un personnage de papier. Et c'est Mosso. Et Kamen Daouf lui donne vie. Comme si l'histoire était réelle. Que pensez-vous de ce commentaire? C'est une vieille technique des raconteurs d'histoire, que ce soit dans les marchés ou, je ne sais pas, dans une grande maison d'édition. Un écrivain, c'est un raconteur d'histoire. Et une des vieilles techniques de narration, c'est de parler d'une autre histoire ancienne qui est fictive. Mais quand vous en parlez, vous prenez un personnage d'une histoire qui est fictive, vous donnez de la vérité à l'ancienne histoire. Par exemple, je me promène à Hanoï et je rencontre Sherazade. D'un coup, les Mille et Nuits deviennent une vraie histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça s'appelle en technique la métafiction. C'est-à-dire quand on prend un personnage fictif et on en fait parler dans sa propre fiction, étrangement, la fiction initiale devient vraie. Vous voyez? Et je voulais jouer dans ce roman sur les deux, parce que tout à la fois, Haroun dit qu'il est le frère du mort, mais rien ne le prouve. Et à la fin, il dit une phrase,
c'est bleu de chauffe, c'est-à-dire, vous savez, le bleu de chauffe, le vêtement que portez, contre bleu du ciel. Dieu et moi, c'est une question de foi. Soit on croit, soit on ne croit pas. Et il dit à son témoin, c'est une histoire, tu peux la jeter, dire que c'est pas vrai, et tu peux la garder. Donc vous voyez un petit peu. Donc c'est une technique de narration que j'ai utilisée. Il y a un écrivain que j'admire énormément qui fait beaucoup ça et qui a poussé cet artifice jusqu'au génie, c'est Borges. C'est quelqu'un qui a inventé des référents inexistants. Quelqu'un qui parle de personnages qu'il a lui-même croisés. À un moment, on a un doute. Le roman ou l'histoire joue sur la différence entre réel et imaginaire. Mais la métafiction joue sur un autre concept qui s'appelle le vraisemblable. Est-ce que c'est possible ou pas? Merci. D'autres questions, s'il vous plaît? Oui, Monsieur Chen Hing, s'il vous plaît. Monsieur Chen Hing est spécialiste de la littérature française. Vâng, nhưng mà tôi xin phép được hỏi bằng tiếng Việt vì cái diễn đạt tiếng Pháp của tôi thì nó không được tốt lắm. Je vous remercie à notre écrivain parce que moi personnellement j'ai fait des études sur d'Albert Camus et un roman qui est écrit à partir de l'étranger très connu d'Albert Camus, ça me donne la curiosité. Je n'ai pas encore lu ce roman. J'ai parlé un peu avec le traducteur d'un commune qui est ici présent. Donc, je voudrais vous poser deux petites questions. Et j'ai encore d'autres questions, mais les deux premières d'abord. À propos d'Albert Camus, à ma connaissance, c'est un métis algérien et français, moitié algérien. Un écrivain qui a laissé beaucoup, qui a provoqué beaucoup d'embarras chez ceux qui souhaitent le critiquer. Pour certains, Albert Camus est quelqu'un qui est pour la révolution en Algérie. Pour d'autres, ce n'est pas la même opinion. Peut-être c'est une opinion contraire. Alors, vous, en tant qu'un écrivain algérien, les habitants de votre pays, donc vous-même, comment pensez-vous, comment vous pensez d'Albert Camus? Vous êtes pour l'Algérie dans la libération de votre pays ou vous êtes contre? C'était ma première question. Ma deuxième question, vous écrivez votre roman comme une suite de l'étranger. Moi, je pense que en vietnamien, c'est traduit. C'est un roman très philosophique. En fait, le titre de l'étranger est traduit autrement, à deux versions. Donc, vous écrivez votre roman sur la base de l'étranger d'Albert Camus et vous êtes efforcé d'être le plus proche possible de la façon de raconter l'histoire d'Albert Camus pour que les personnages racontent. Ici, c'est le frère, n'est-ce pas? C'est le frère de la victime qui raconte, n'est-ce pas? Alors, ma question était que vous avez réécrit d'Albert Camus. Quel était votre pressentiment? Quelles étaient vos affections? Est-ce que vous aimez Albert Camus ou vous avez des critiques contre Albert Camus? Voilà, est-ce que vous avez des sensations? Quelles étaient vos sensations quand vous écriviez ce roman? J'ai encore beaucoup d'autres questions, mais on va voir si le temps me permet. Alors, j'ai essayé plus ou moins de recomposer la question parce que la transmission est un petit peu mauvaise. Je pense que vous m'avez posé la question sur comment on perçoit Camus aussi à travers, en Algérie. C'est assez paradoxal.
à l'apparition du roman en Algérie, en novembre, à partir de décembre, avec mon éditeur, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû filmer, parce que c'était quelque chose de bien. J'ai pris beaucoup de livres dans des cartons, et je suis parti avec mon éditeur dans les villages, dans les petites villes, pour rencontrer des lecteurs. J'aurais dû filmer ça parce que c'est une aventure extraordinaire. Ça vous ramène au réel. Le réseau des libraires en Algérie, il a été déstructuré plus ou moins, il se recompose tout doucement, et j'avais cette chance de parler d'un livre et d'un sujet qui importait beaucoup de monde. Et chaque fois, j'avais une salle toujours pleine. Je ne veux pas croire que c'est pour ma personne, mais peut-être pour ma façon de voir les choses. Et dans la salle, c'était toujours la même scène. J'avais une moitié qui était pour Camus, j'avais l'autre moitié qui était contre Camus. J'avais même cette impression que c'était le procès de Meursault. Il y avait toujours un procureur, un juge, 2 ou 3 avocats, et des gens qui étaient pour, et des gens qui étaient contre, et des gens qui s'endormaient au fond de la salle, comme dans les procès. Et il y avait toujours quelqu'un qui levait la main pour dire « Oui, Camus a dit cette fameuse phrase « Entre la justice et ma mère, je choisis ma mère ». Et il y avait toujours 3 qui répondaient « Oui, mais bon, c'est une phrase, etc. etc. » Donc, c'est pour vous dire que Camus est un espace de malaise en Algérie. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi en faire. Moi, je sais, mais beaucoup non. Je répondais à celui qui disait oui, mais Camus a dit entre la justice et ma mère. Je dis, moi, je suis très commerçant. Si je le sois entre une phrase et 56 ouvrages, je choisis 56 ouvrages et je laisse la phrase. C'est très net pour moi. Camus est aussi représentatif d'une période coloniale très dure. Et c'est le symbole aussi de notre relation à ce passé colonial. C'est une relation de douleur et de rejet, ce qui est tout à fait normal. D'autres pays ont connu ça, mais qui ont accepté, les écrivains qui ont même écrit, comme Camus, on prend l'Afrique du Sud, etc., qui sont arrivés à quelque chose de très difficile à prononcer qui s'appelle la réconciliation. Et quand moi j'écris des phrases en disant que tout m'enrichit, y compris ce qui me fait mal, y compris, je suis riche par la victoire de mes aînés, mais je suis riche par la blessure que j'ai subie aussi. C'est important. Et donc, c'est très difficile de faire accepter Camus parce qu'il y a l'histoire coloniale, parce qu'il y a l'école algérienne, parce qu'il y a le discours officiel qui est dans le déni. Moi, je veux voir Camus dans les manuels scolaires. J'ai écrit une chronique qui a fait scandale. J'ai dit il faut rapatrier les cendres d'Albert Camus. Parce que j'ai dit ça m'appartient. C'est à moi. Même ce qui me fait mal est à moi. Je pense qu'on ne peut pas avancer sans s'être réconcilié une partie de notre... et assumer l'histoire. C'est pour ça que j'ai dit nous sommes enfermés dans cette histoire. Donc Camus reste comme ça, entre les deux. Il est sans papier, né en Algérie, mort en France. Il n'a pas fait la guerre, mais il n'a pas fait le... Oui, il n'était pas métis. C'est un pied noir, né en Algérie, algérien, et qui est français. Qui est mort français avec une identité, avec une nationalité française. Donc c'est ambigu, c'est toute la déchirure algérienne. Et ce n'est pas uniquement un rapport en Algérie, en France aussi. La dernière fois, quand ils ont voulu célébrer le centenaire français, il y a eu beaucoup de problèmes en France. Des gens pour, des gens contre, les héritiers de Camus qui ont bloqué un petit peu les initiatives, de grands historiens comme Onfray, comme Benjamin Stora, qui étaient pour, après ils sont rétractés. C'est un homme emblématique, vraiment d'une époque. Donc c'est une blessure qui est encore vive pour beaucoup de gens. Mais moi, je ne l'ai pas lu comme dans ce point. Moi, le Camus de l'histoire historique ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le Camus écrivain, c'est le Camus philosophe, et c'est le Camus styliste, celui qui écrit. Et donc, je n'ai pas à le juger. Je pense qu'il a été assez malheureux avec l'histoire qu'il a subie. Très malheureux. On le voit dans ses derniers textes, etc. C'est quelqu'un qui s'est amputé d'une partie de lui-même aussi. Je ne pense pas avoir ni le droit ni les arguments pour juger. Mais je peux vous parler qu'en Algérie, c'est totalement différent. Les gens l'aiment, les gens le détestent, les gens l'acceptent, les gens le nient, les gens l'étudient, d'autres gens qui ne veulent pas l'étudier. C'est très contrasté. C'est à l'image de l'image que l'on se fait de notre propre histoire algérienne. Et française aussi. C'est pour ça que quand ce roman est paru, je me suis dit, pourvu qu'il soit traduit. Pourquoi ? Parce que le lecteur algérien et le lecteur français sont des lecteurs malades par l'histoire. Et moi, je rêvais de lecteurs sains. Je voulais des lecteurs vietnamiens, je voulais des lecteurs brésiliens, des lecteurs américains qui puissent lire le roman comme un roman. C'est important. Il est très difficile pour un Algérien comme pour un Français qui s'intéresse de lire Camus comme étant une fiction. On le voit comme une allégorie.
On cherche toujours la grande histoire dans l'histoire. On cherche toujours des traces. Et c'est très difficile. On n'accorde pas à Camus le statut de romancier. C'est parce qu'on est piégé par l'histoire. L'histoire ne laisse pas émerger le roman. Par contre, les autres lecteurs des autres pays, je reçois beaucoup de courriers. Je donne l'exemple de l'apparition américaine le mardi. Il y a eu beaucoup d'articles. Aujourd'hui, ça a fait la une, je viens de l'apprendre, ça a fait la une du New York Times Book Review. C'est disons, le supplément littéraire du New York Times. Donc aujourd'hui, ils ont fait la une sur ce roman. Je trouve ça extraordinaire parce qu'ils sont intéressés à ce roman d'une manière humaine. Ce n'est pas parce qu'ils sont algériens ou français. Donc, la trace de Camus. Maintenant, en ce qui me concerne, moi, j'ai lu L'étranger comme tout le monde. Et comme tous les autres, j'ai enjambé l'arabe. Je n'ai même pas accordé de l'intention. C'est à 30 ans que je me suis dit, il y a un arabe dans l'histoire. J'ai lu La Chute, j'ai lu et relu et re-relu L'Homme révolté, et les fondateurs dans ma conception du monde, Le mythe décisif. Mais moi, je ne me suis pas intéressé au point de vue identitaire, c'est-à-dire comme Algérien vis-à-vis de Camus. J'ai lu Camus comme tout le monde, j'ai lu Camus. C'est après que je me suis posé des questions. Mais pour moi, ça reste un des écrivains majeurs de ma vie. Ce n'est pas l'écrivain majeur de ma vie. Ça reste un grand philosophe qui a bien interrogé la condition du XXe siècle. Ça reste un grand philosophe parce qu'il fait partie d'une tradition qui se raréfie en France, où on est à la fois philosophe et styliste, où la métaphore et l'idée ont la même force. C'est très rare dans l'histoire de la philosophie française, mais ça arrive. Ça reste une figure majeure pour moi. Je ne me suis pas beaucoup intéressé au Camus journaliste parce qu'il existe. C'est un Camus qui a dénoncé la colonisation. Il faut le faire à l'époque. Ça paraît peut-être maintenant tout à fait évident, mais il faut le faire à l'époque. Et il l'a fait. Il a fait ses choix aussi. Ce ne sont pas les miens. Je n'ai pas à les expliquer, ni à les défendre, ni à les justifier. Moi, je prends dans Camus ce qui m'intéresse pour continuer. Merci. On a encore du temps pour juste une question avant de passer à la réception. Il y a une question là-bas. Bonjour. Vous avez parlé beaucoup de Camus. Juste une très brève question. Est-ce possible, en lecteur vietnamien par exemple, de lire et de comprendre votre roman s'il n'a jamais lu Camus, voire s'il n'a aucune idée des pensées de Camus? Je ne sais pas. Je n'ai pas fait cette expérience. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils lisent Meursault, reviennent à l'étranger parce qu'ils l'ont lu ou ont entendu parler et ils le relisent. Je disais tout à l'heure à un journaliste que même d'un point de vue des ventes, c'était extraordinaire. Ce roman est paru en France, il s'est très bien vendu et L'étranger de Camus est remonté dans les top 10 des meilleures ventes pendant 2 ou 3 mois. Donc les gens achetaient L'étranger pour le relire. J'ai rencontré énormément de gens qui ont acheté pour le relire. Alors, les gens qui ont relu Camus, après avoir lu Meursault, me disent souvent qu'on n'a pas relu, qu'on n'arrivera plus à relire L'étranger de la même manière. Il y a une lectrice qui m'a envoyé un message que je trouve très très beau et qui me fait énormément plaisir. Elle m'a dit, j'ai lu Meursault, après j'ai relu L'étranger de Camus, mais tout le temps, je pensais à l'autre famille. Elle n'a pas dit je pensais à l'autre roman, elle a dit à l'autre famille. Ça veut dire que pour elle, pour revenir à la métafiction, l'histoire était devenue absolument complémentaire l'une de l'autre. Je trouve que c'est un hommage que peut-être je ne mérite pas. C'est que dans les librairies françaises, beaucoup, je les ai vus, placent L'étranger et à côté Meursault. C'est trop d'honneur, mais c'est un bon signe. Merci, monsieur. Je pense qu'il y a encore des questions à poser, mais comme on a déjà dépassé 15 minutes, donc je vous remercie beaucoup pour votre rencontre avec le public vietnamien. Et s'il vous plaît. Alors, une toute petite question alors. Oui, il y a le micro. Ouais. Comme on le sait, en littérature, on ne peut pas parler du fond sans oublier la forme. Et je pense que vous aimez ça, le style. Parce que je trouve que le roman est un véritable exercice de style. The voice, c'est-à-dire la voix. Vous êtes la voix, Haroun, la voix, l'auteur. Donc il y a ce voyage, comme au cœur de Conrad. Et est-ce qu'il y a sciemment une intention de votre part de tisser quelque chose? Vous êtes intéressé à l'écriture de ce roman comme d'un exercice de style, d'une part, et puis il y a quelque chose aussi qu'on ne peut pas omettre, c'est l'humour. Moi, je me suis arrêté plusieurs fois pour rire un bon coup. Est-ce que
il y a de l'humour, il y a beaucoup d'humour. Est-ce que c'est sciemment fait? En plus, vous êtes cartésien. Et vous finissez par le dire à la fin. À la fin, vous sortez le génie mathématique. Et on le voit à votre démarche. La géométrie est l'art de raisonner juste sur une figure fausse. Tout à fait. Alors, pour le style, oui. Enfin, je vais commencer par l'humour. L'humour, je crois, est ce qui séduit l'intelligence de l'autre. C'est tout à la fois l'expression d'une maîtrise et l'expression d'une légèreté. Quand on fait de l'humour, ça veut dire qu'on a compris, ça veut dire que l'autre comprend, ça veut dire qu'on s'amuse, ça veut dire qu'il y a une maîtrise. Il y a un humour qui s'adresse à l'intelligence, qui essaie de séduire par la maîtrise. C'est quand on maîtrise, quand on arrive à j'aime faire rire l'autre dans son intelligence. Ça crée une complicité incroyable. Le lecteur sent que c'est lui qui a écrit le livre, parce qu'il se dit, c'est ce que je pense, c'est juste que l'autre a fait du secrétariat, c'est lui qui l'a écrit. Et ça, c'est important. L'humour est aussi ce qui permet d'alléger le poids du monde. Ce que je ne peux comprendre, j'en ris. D'accord ? C'est une attitude. Et c'est essentiel. Et puis, vous savez, quand j'ai commencé à écrire la chronique en Algérie, je me suis dit, je suis parti de ce que j'appelle ça la théorie du lecteur feignant, quand j'enseigne le journalisme. J'ai dit, tout lecteur est feignant. Il faut partir de cette idée que tout lecteur est feignant. Il n'a pas envie de vous lire. D'accord ? Il prend le journal, il l'ouvre. Alors, comment l'intéresser tout de suite ? D'abord, il faut travailler les titres. Je suis quelqu'un qui travaille énormément les titres dans les chroniques. La deuxième des choses, il faut travailler le style. Le style permet au lecteur feignant qui va ouvrir le journal, il y a 4 articles à peu près par page, il va se dire, oui, je vais lire ça. Et le style est une manière de séduire. Mais c'est pas de mannequinat que je fais. C'est-à-dire, j'aime que le style fasse sens. Il faut que ça soit exact, il faut que les phrases soient l'os de la phrase, il faut que la phrase soit précise pour qu'à la fois elle soit belle, mais elle ne soit pas dans l'excès du style, pas trop de maquillage. D'accord ? Il faut que ce soit de la sobriété. J'aime cet équilibre entre le style et le sens. Un philosophe français a dit que le style c'est l'homme, et c'est vrai. On reconnaît un homme à son style, dans l'écriture ou de l'habillage, façon de conduire, de dormir. Donc le style est très, très important pour moi. Mais je ne veux pas de bavardage. Je veux que la langue soit pure, qu'elle se fasse oublier, tellement elle est belle. Et je veux m'adresser à l'intelligence du lecteur. Ce n'est pas un exercice que j'ai fait uniquement pour ce roman. Je l'ai fait même pour les chroniques. J'aime que l'image soit magnifique. Tout style part de la capacité d'étonner. Et on ne peut étonner, le monde est usé, c'est les mêmes histoires. C'est l'angle qui change, c'est comment présenter. J'ai une allergie envers le cliché. Et l'art du cliché. J'aime dévoyer un petit peu vous savez, je sais pas, moi j'ai fait des milliers de chroniques quand je titre, par exemple, vous savez le slogan d'Orangina, la boisson. Il faut secouer, sinon le pulpe reste en bas. Moi j'écris à l'époque des révoltes, il faut secouer, sinon le peuple reste en bas. Ouais, j'aime le style comme ça. C'est pas uniquement des jeux de mots, c'est réel. C'est réel. Donc le style est important. Le style pour moi, c'est parce que je trouve le réel intolérable. Je n'aime pas les choses telles. J'aime que ce soit du neuf. J'aime inventer. J'aime bien écrire. Et puis mon père m'a appris une chose, c'est qu'il m'a dit les choses, il faut bien les faire ou ne pas les faire du tout. Donc il faut que je fasse les choses bien. Sinon c'est inutile. Voilà, merci Kamel Daoud pour votre conférence. Merci. Et merci à vous tous pour votre participation. Nous vous invitons à participer à un cocktail donné en bas, offert par le bureau régional pour l'Asie et le Pacifique de l'OIF. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup.